Cap sur la transition, on s'intéresse aux politiques publiques environnementales. C'est le podcast de l'IDRI. Je vous propose une image mentale pour commencer, celle d'un porte-container traversant un océan. On a tous été impressionnés un jour par le gigantisme de ces bateaux. Vous l'avez compris, c'est du transport maritime dont nous parlons dans cet épisode et en particulier de sa nécessaire décarbonation, car le secteur représente 2 à 3% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Ça vous paraît peut-être peu, eh bien en fait c'est beaucoup. Si le transport maritime était un pays, il se classerait parmi les 10 plus gros émetteurs du monde. Et ça ne va pas s'arranger car le commerce maritime est en plein boom. L'Organisation maritime internationale, l'OMI, estime que les flux de bateaux pourraient même doubler d'ici 2050. Les émissions du secteur grimperaient alors à 17%. Mais justement, ça bouge. Le transport maritime s'apprête à évoluer en ce printemps 2025. Quelles sont les options sur la table des discussions pour réussir à réduire l'empreinte carbone du secteur ? Quels sont les débats, les progrès ou les blocages ? Certaines choses vont se décider d'ici quelques semaines. Et c'est pour comprendre les enjeux qu'on en parle aujourd'hui avec Marie Fricaudet, chercheuse à l'IDRI et qui vient de terminer sa thèse sur le sujet à l'University College de Londres. C'est parti. Bonjour Marie Fricaudet. Bonjour. Regardons d'abord un peu dans le rétroviseur pour comprendre le contexte. J'ai rappelé rapidement le poids du transport maritime dans les émissions mondiales de gaz à effet de serre. Il est donc important, peut-être aussi parce qu'on s'en est préoccupé très tard finalement. Oui, c'est pas faux. C'est vrai que souvent les questions de décarbonation sont évoquées, lors des COP, les conférences de l'ONU sur le climat et sont in fine sous la responsabilité des États. Mais il y a 2 exceptions à cette règle, ce sont les secteurs aériens et maritimes. Donc pour le maritime, l'autorité compétente sur le sujet, c'est l'OMI, l'Organisation maritime internationale, qui historiquement a fait assez peu de progrès, sur le sujet comme tu l'as rappelé. Mais on a eu un premier plan stratégique de réduction des émissions de gaz à effet de serre en 2018, qui était relativement peu ambitieux, mais il a été renforcé en 2023 et là, on est déjà sur, des objectifs qui sont, franchement plus ambitieux. Bon, alors après une petite période de procrastination, ça y est, l'OMI est en train de décider d'un certain nombre de mesures pour réduire ses émissions et pour réduire son impact environnemental. Oui, exactement. Et en fait, on a 3 blocs de mesures qui sont en discussion sur la table. On a des mesures dites de court terme, qui sont en application depuis 2022 déjà, qui sont assez peu ambitieuses, mais finalement, c'est déjà un premier bébé. Et ces mesures consistent à exiger un niveau minimum d'efficacité énergétique des bateaux par des améliorations techniques et ou des améliorations opérationnelles. On pense à réduire la vitesse, les voiles, Mhm. etc. Le problème, c'est que le niveau minimum demandé est assez faible, mais surtout que le caractère coercitif de ces mesures est assez faible. D'accord. On a des mesures de long terme qui seront discutées plus tard dans la décennie. Et en ce moment, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est les mesures de moyen terme. Donc, comme tu l'as dit, qui sont en train d'être négociées et devraient être adoptées dans les semaines qui viennent, qui sont une série de mesures politiques qui sont juridiquement contraignantes Mhm. et qui sont applicables à l'échelle mondiale. Donc, on n'a pas besoin de passer par les États. Quels sont les deux objectifs de ces mesures à moyen terme discutées au sein de l'OMI ? Alors les objectifs, ils sont explicités dans la stratégie 2023 et ils consistent à réduire les émissions de gaz à effet de serre, ça c'est le premier volet, avec des objectifs chiffrés, donc moins 20 à 30% en 2030, moins 70 à 80% en 2040 et net zéro en 2050. Donc c'est une trajectoire finalement très ambitieuse. Mhm. Et le deuxième volet, c'est de promouvoir une transition juste et équitable. Alors, il n'y a pas de définition officielle à l'OMI de ce qu'on entend par juste et équitable. Certains pays ont différentes visions de ce que c'est, mais à minima, ça consiste à mesurer et traiter les effets négatifs disproportionnés sur certains pays. Mhm. Alors, ce premier point, qu'est-ce qui est prévu pour réduire les émissions de gaz à effet de serre ? Alors, les mesures de moyen terme, elles comprennent 2 volets, un volet technique et un volet économique. Le volet technique, il fait relativement peu débat. Il s'agit de l'établissement d'une norme mondiale sur les carburants, c'est-à-dire qu'on va limiter l'intensité maximum en carbone des carburants autorisés et cette intensité maximum, elle va diminuer, jusqu'à 2050, donc jusqu'à, quasiment zéro. Mhm. La mesure économique, le principe, c'est de tarifer les émissions de gaz à effet de serre, donc faire en sorte que polluer coûte de l'argent.
Il faut trouver un outil pour ça. C'est ça. Et il y a 2 principales options sur la table et là, il y a vraiment pas de consensus au sein de la salle. La première façon de le faire, c'est, sous forme d'une taxe, Mmh. c'est-à-dire que toutes les émissions de gaz à effet de serre donneront lieu à un paiement. Mmh. Et la deuxième façon de le faire, c'est de faire un marché carbone, qui est appelé dans le vocabulaire de l'OMI un mécanisme de flexibilité. Mmh. C'est-à-dire que les bateaux qui utilisent des carburants qui sont plus propres que la norme mondiale sur les carburants vont pouvoir vendre des crédits à polluer aux bateaux qui utilisent des carburants qui sont moins propres que cette OK. norme. Donc finalement, ça revient à tarifer uniquement les émissions au-dessus de cette norme. Mmh. On peut avoir une combinaison des 2. C'est pas forcément exclusif d'ailleurs. Alors là, en tout cas, il y a débat entre ces 2 options, techniques, ces 2 outils. Il y a des partisans, pour l'un ou pour l'autre. On va essayer de comprendre les avantages, les inconvénients de chaque option. D'abord, quid de cette espèce de marché carbone? Le mécanisme de flexibilité? Oui, alors il faut d'abord garder à l'esprit que toutes les options sur la table, vont mener à une augmentation du coût du transport. Pour une raison simple, c'est que les technologies propres sont plus chères que les technologies conventionnelles D'accord. et donc ça va avoir un impact sur le coût des importations et des exportations. Donc les partisans de l'option, marché carbone, mécanisme de flexibilité, défendent que l'augmentation des coûts sera moins importante à court terme. Et de fait, c'est vrai que la plupart des analyses montrent que le mécanisme de flexibilité mène à une plus faible augmentation du coût du transport en 2030, mais c'est pas forcément vrai en 2050. Mmh. La taxe a tendance à mener à une augmentation moindre des coûts à long terme. D'accord. À mon sens, il y a d'autres soucis avec l'option marché carbone. Il est efficace à réduire les émissions, mais à court terme, il a tendance à le faire en soutenant des énergies, dites de transition, type biocarburant ou captage et stockage de carbone. Il ne soutient pas les investissements dans l'efficacité des bateaux, ou en tout cas pas directement, ce qui fait qu'on a finalement moins d'économies de carburant que ce qu'on pourrait avoir avec une taxe. Et surtout, il ne soutient pas à court terme les technologies de long terme. Alors, pour expliquer un peu ce point, faut prendre un pas de côté. Les carburants net zéro carbone, typiquement, on pense à des dérivés d'hydrogène. On n'en a pas forcément besoin maintenant pour décarboner, mais on en a besoin à la fin des années 30 et dans les années 40 pour arriver à finalement un zéro émission en 2050. Donc il faut démarrer dès maintenant? C'est ça, parce que on peut pas faire une transition en un an de un monde, avec des bateaux qui tournent, aux fossiles et aux Mmh. biocarburants à un monde qui tourne aux dérivés d'hydrogène. C'est pour ça qu'il faut investir dès maintenant dans ces technologies et le marché carbone ne permet pas de rémunérer ces technologies à court terme. Ce qui fait qu'à la fin des années, 30, dans les années Mmh. 40, on va être dans une situation où soit on reste dans un futur haut carbone, ce qui est pas l'objectif quand même, soit on est obligé de détruire les bateaux et les reconstruire Ouais. ou alors d'utiliser des carburants encore plus chers pour pouvoir garder les bateaux. Alors la seconde option, celle d'une taxe, il s'agirait d'une taxe pour toutes les émissions carbone. Qui préfère cette option et pourquoi? Alors maintenant, on a une grande majorité de pays qui parlent à l'OMI, qui sont en faveur de cette option et c'est, globalement Mmh. une majorité qui regroupe des pays, assez différents. On a beaucoup de pays développés, notamment les pays, européens, dans cette coalition, mais on a aussi beaucoup de petits États insulaires en développement et de plus en plus de pays, africains et de pays les moins avancés. Alors pourquoi? Quels sont les avantages de cette taxe? Le premier avantage, c'est que ça donne un signal clair pour réduire les émissions, mais surtout, ça permet de générer des revenus. Et ça a 2 avantages principaux. Le premier avantage, c'est qu'on va pouvoir, générer suffisamment de revenus pour garantir une prime carburant, pour soutenir le développement des carburants zéro carbone de long terme. Le deuxième avantage, c'est qu'on va avec ces revenus, on va pouvoir, redistribuer une partie aux pays qui sont les plus impactés par la hausse du prix du transport maritime. Et pour comprendre ça, et c'est en lien avec l'objectif de la stratégie OMI, d'une transition juste et équitable, il faut bien comprendre que le prix du transport maritime va augmenter partout, mais les pays ne sont pas impactés de la même manière. Et d'une manière générale, les mesures de moyen terme ont tendance à être régressives, c'est-à-dire que plus un pays est pauvre, plus il a tendance à être négativement impacté. Et certains pays sont particulièrement touchés, notamment les États insulaires en développement et les pays les moins avancés. Donc ceux-là, il faut les aider. Donc c'est ça et redistribuer Mmh. les revenus de la taxe, ça permet au moins une compensation, ce qu'on n'a pas avec le marché carbone. On pourrait pas imaginer un mix entre ces 2 options, une sorte de marché carbone, mais qui génère des revenus en même temps? Oui, complètement et c'est exactement l'objet de plusieurs, options de compromis qui sont en ce moment sur la table, qui sont en train d'être discutées, qui sont basées sur le concept, de marché carbone, mais qui sont pensées pour générer des revenus. Bon, elles sont discutées, mais il y a pour l'instant 2 problèmes que je vois avec ces options de compromis. Le premier, c'est qu'elles sont très opaques et complexes, ce qui rend quand même les investissements assez compliqués et le deuxième, c'est qu'elles
peuvent générer des revenus suffisants dans certaines conditions assez précises. Mais s'il y a des facteurs qu'on n'a pas forcément anticipés, par exemple, si le prix des biocarburants est inférieur à celui qui est attendu aujourd'hui, Ça marche plus. ça marche plus, on n'a plus de revenus. Et D'accord. donc, on a un problème d'abord parce qu'on ne peut plus payer la prime carburant que j'ai mentionnée, donc on n'a pas cette transition de long terme, mais aussi parce qu'on n'a pas de garantie d'avoir suffisamment d'argent pour compenser les pays. Alors revenons à l'option de la taxe pour toutes les émissions des bateaux. Ça amène cette question qui ne met pas tout le monde d'accord au sein de l'OMI. Une fois qu'on a généré des revenus, on fait quoi de cet argent? Comment on l'utilise? Oui, c'est le deuxième gros point de tension à l'OMI. Donc, c'est la question de quels secteurs vont pouvoir recevoir cet argent. Globalement, la plupart des pays sont d'accord sur le fait que une partie au moins de l'argent doit servir pour réduire les émissions du maritime. Donc, on pense à la prime carburant, on peut penser à des investissements dans les infrastructures portuaires, dans les bateaux, Ok. etc. Et la plupart des pays disent qu'une partie des fonds doit être distribuée aux pays les plus vulnérables à l'augmentation du prix du transport. Mhm. Là où il y a une grosse dissension entre les pays, et ça sera probablement pas tranché en avril, c'est est-ce que l'argent doit être distribué uniquement dans le secteur maritime ou est-ce qu'une partie de l'argent doit sortir du secteur? Par exemple, pour favoriser la sécurité alimentaire, on pense à la finance climatique, etc. Hmm. Les pays européens, par exemple, préfèrent que ça reste uniquement dans le secteur maritime. Exactement. Mais à ça, il y en a qui disent: «Attention, je suis un pays enclavé, je n'ai pas accès à la mer. Si les revenus sont distribués uniquement au maritime, je vais subir de plein fouet la hausse du transport maritime sur mes importations, mais j'ai aucune chance d'avoir une compensation». Ouais. Mais cette question, elle vaut même pour ceux qui ont des ports, des bateaux, et cetera. Pour eux, est-ce qu'investir dans leur secteur maritime, c'est une manière efficace de compenser la hausse, des coûts des biens importés ou pas? Par exemple, de nombreux pays africains se sont dit inquiets des hausses des prix de leurs importations de biens alimentaires. Pour traiter cette question de sécurité alimentaire, finalement, est-ce qu'il vaut mieux investir dans des infrastructures portuaires ou dans leur production agricole domestique? Hmm. Et l'atelier récent à l'OMI sur le sujet a montré que la deuxième option est souhaitable dans de nombreux cas. Mhm. Bon, là, on parle de règles importantes qui doivent être tranchées très bientôt. Et ce qui est assez étrange, c'est qu'alors qu'elles n'ont pas encore été adoptées, ces mesures, on parle déjà d'exemption. Oui, c'est une question qui monte en ce moment à l'OMI. Et donc, le principe d'une exemption dans le cadre de l'OMI, c'est de déterminer une liste de ports, et on ne sait pas encore quels seraient les ports inclus, qui n'auraient pas ou auraient moins à respecter les mesures de moyen terme, parce qu'ils sont plus impactés. Mhm. Il y a un risque politique qui est comment on définit quels ports sont exemptés et lesquels ne le sont pas, sachant qu'aujourd'hui, beaucoup de ceux qui suggèrent qu'il faut des exemptions ne sont pas parmi les plus impactés. Ils sont à peu près au milieu du panier. Mais en tout cas, est-ce que ça ne risque pas de nuire à l'efficacité des mesures qui vont être adoptées? Complètement. Et dans le scénario où les pays en voie de développement sont partiellement ou totalement exemptés, cela reviendrait à exempter entre un quart et la moitié des émissions du secteur. D'accord. Ce chiffre, ça vient d'une analyse de l'ONG Clean Shipping Coalition. Dernière question, presque en guise de conclusion, Marie. Toutes ces routes maritimes, ce flux qui devrait même doubler d'ici 25 ans, est-ce bien raisonnable? Bon alors, c'est vrai que Vaste question. oui, déjà, 40% des bateaux aujourd'hui sont dédiés au transport de matières fossiles, donc gaz, pétrole, Hmm, charbon, etc. c'est un chiffre énorme. Oui, et donc autant sur les autres biens transportés, il y a du débat. Certains sont quand même critiques pour les économies des pays, mais au moins pour ces 40%, ils devraient disparaître dans un monde qui sort des fossiles. Merci Marie pour ces explications qui vont nous permettre de comprendre les choix qui seront faits dans quelques semaines au sein de l'OMI. Marie Fricaudet, je rappelle que tu es chercheuse et que cette question de la décarbonation du secteur du transport maritime est pour toi un objet d'étude pour l'IDRI et l'University College de Londres. Merci, à bientôt. Merci, au revoir. C'est la fin de ce coup de projecteur sur la décarbonation du transport maritime international. Vous pouvez réécouter cet épisode et tous les précédents sur le site de l'IDRI et sur toutes les plateformes d'écoute. À très bientôt pour mettre ensemble un nouveau cap sur la transition.